Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour Face au coach, la deuxième épreuve de la Talk Academy avec le coach Seb Volpe aujourd'hui. Sébastien, bonjour, comment ça va? Salut Romain, tout va bien. Ouais, peu de pression, je sais que la première session t'a fait faire un choix cornélien à la fin. Tu ressens un petit peu de pression à ce moment-là, là où tu te dis je vais devoir me séparer de l'un des trois? Ben, je ressens un peu de pression parce que les trois étaient très bons. J'ai adoré Vance. On les embrasse d'ailleurs. On les embrasse et c'est vrai que ça a été pas évident pour moi. J'aurais préféré qu'il y en ait un des trois qui soit pas bon. Oui. Au moins j'en aurais livré deux autres à l'avis du public, au choix du public. Là les trois étaient très bons. J'ai fait un choix par rapport aux étapes qu'ils bien sûr, ont eu on se rappelle, on l'a vu. À passer et donc voilà, mais c'est vrai que Vance avait ce petit charme et les trois qui sont autour de toi là, ils peuvent aussi être très bons tous les trois. Donc je le souhaite, je l'espère. À côté de toi Jérémy, oui, bonjour. Étudiant en pharmacie. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, très bien. Je suis vraiment super content d'être là. On sent déjà une patate. Oui, clairement. T'as envie d'en découdre en face de toi. Najim, comment ça va? Ingénieur informatique. Mais ça va très bien, ravi d'être parmi vous. Très bien. Et puis à côté de toi Théo, gérant d'un supermarché. Prêt à attaquer. Prêt à attaquer. Voilà, tout à fait. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Non, on va d'abord regarder les images du coaching avec Seb Volpe. Toujours un moment spécial, ces coachings. Moi, ce que j'attends de vous, c'est vraiment aussi de la personnalité, du charisme, parce que vous allez être là face ensuite à des René Malville, à des Maxence Volpe, à des gens qui ont de la gouaille, qui ont du caractère, qui savent se positionner. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à l'encontre des habits. N'hésitez pas à placer aussi des punchlines si vous le pouvez. Et moi, je veux pas voir une émission fade. C'est bon? On va sur le tournage? C'est parti. On part de là. Le débat pour commencer cette émission après des images hautes en couleur évidemment. Seb qui vous coach les yeux dans les yeux, ça doit faire un peu bizarre, je sais pas. Hein, vous nous direz ça hors antenne messieurs. Mais on commence avec le débat. Le débat qui est aujourd'hui, quelle attaque pour l'Olympique de Marseille cette saison? Puisqu'on a vu Clinton NG qui a un peu pris la place de Valère Germain qui était le titulaire du début de saison, et puis il y a Mitroglou dont on ne sait pas encore s'il pourra. Est-ce que vous pensez qu'il va déloger deux joueurs? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on doit rester dans ce système à une seule pointe avec Payet en numéro 10 puisque c'est ce qui marche actuellement, ou est-ce qu'on doit tout casser pour faire un Mitroglou plus un autre? À vous de nous dire, Seb, c'est le débat du jour. Seb, qui tu veux entendre en premier, tiens? Qui tu veux? Non, c'est toi là qui choisis. Eh ben Théo. Allez Théo. Moi je pense qu'il faut rester dans ce dispositif. 4-2-3-1 c'est pas mal, on voit que ça marche bien. Installer Mitroglou, pas de suite parce que là pour le moment il est blessé. Sur le long terme, l'installer en pointe. Je pense que faire tourner avec Germain, notamment sur l'Europa League, on a vu que ça lui réussissait bien l'Europa League à Germain. Garder plus NJ peut-être pour les fins de match, passer à 2 pointes avec lui, avec un point de fixation qui sera plus Mitroglou, NJ qui prendra plus la profondeur. Pareil, Germain, si on joue à 2 pointes NJ, Germain sera plus à venir décrocher pendant qu'NJ prendra plus la profondeur aussi. Donc je pense qu'il faut rester en 4-2-3-1 pour le moment. Et plus avec Mitroglou. Et plus avec Mitroglou, le titulaire, le numéro 1. Très bien. Donc tu vires et NJ et Germain. Ouais, pourquoi pas. Jérémy, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pense que NJ, il a clairement le droit d'avoir sa chance. Il a marqué, il a un taux de but par match qui est assez impressionnant pour l'instant. Et puis Mitroglou, on sait pas ce que ça vaut pour l'instant. On sait pas, on doit adapter le dispositif de façon à l'équipe qui est en forme sur le moment. Je pense qu'un 4-3-3 c'est plus adapté à un attaquant comme Mitroglou, ou même à la philosophie de Garcia. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'un attaquant comme NJ qui prend la profondeur, parce qu'on a notamment nos latéraux et nos ailiers qui prennent énormément le couloir ces derniers matchs. Et je pense qu'avoir un joueur qui prend la profondeur comme NJ, ça peut être vraiment super intéressant. Il faut vraiment pas l'oublier. Donc pour l'instant, toi, NJ est toujours devant les deux autres. Oui, je pense qu'il mérite pour l'instant au vu de ses performances. Oui, en fait, à jouer. Ce que tu nous dis, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne quelque exactement, part. C'est un peu facile de dire ça, mais Germain, tu nous dis Germain, NJ est devant les autres, quoi. On a clairement vu que Germain, avec l'équipe en Ligue 1, ça marchait pas. En ce moment, il est pas en réussite devant le but, donc autant laisser celui qui marque. Donc on a Mitroglou pour Théo, on a plutôt NJ pour Jérémy. Qu'est-ce qu'il en pense, Najim, de tout ça? Ben moi, ce que j'en pense, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais pour moi, ce qui va faire qu'un attaquant soit ce qui va faire que l'attaque soit performante, ça va pas être le choix du numéro 9, mais plus le choix du dispositif dans sa globalité. Aujourd'hui, moi, je suis très content que Garcia ait changé son dispositif pour un 4-2-3-1. C'est ce que je prône depuis le départ, personnellement, parce que je pense que c'est comme ça que l'équipe est le plus équilibrée. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un entraîneur doit s'adapter aux qualités des joueurs dont il dispose, et non pas imposer un schéma et adapter ses joueurs au schéma.
D'accord. Et dans ce dispositif-là, dès lors, c'est un avis purement perso, mais dès lors c'est que ce tu as qu'on veut. Payet en numéro 10, que tu as Thauvin qui est performant sur son couloir, pour moi, c'est plus important de savoir si je vais mettre Mitroglou, Germain ou N'Jie. Ensuite, quand tu as une bonne ligne offensive qui tourne, Germain, il a montré à Monaco que c'était un très bon attaquant. Mitroglou, très honnêtement, moi je le connaissais pas du tout jusqu'au dernier jour du mercato, mais je me dis que si ça tourne bien, il n'y a pas de raison, au vu de ses stats. Il a quand même marqué 27 buts l'année dernière, il devrait aussi bien marcher. N'Jie, je vais un peu plus de réserve, même s'il est performant, je vais le mettre en troisième position. En troisième position N'Jie, mais tu placerais qui alors? Valère Germain. Toi plutôt Germain pour l'instant. Parce que je le connais mieux que Mitroglou. D'accord, très bien, très bien. Bon, on a les 3 avis différents, Seb. C'est un peu ça aussi le talk. C'est bien aussi qu'ils ne soient pas d'accord. Sur quoi tu as envie de les entendre justement par rapport à cette attaque par exemple Mitroglou peut-être Non, mais j'ai envie qu'ils défendent justement leur avis, leur positionnement, parce que là c'est un petit peu des monologues si tu veux, mais j'aimerais un peu plus de débat, d'ailleurs comme à la première session où ça a été bien musclé, bien animé. Moi je t'opposerai donc pour continuer ce débat, Najim, que tous les plus grands spécialistes diront que le système, en fait on s'en fout parce que c'est l'animation que tu vas faire à travers le système. Donc tu peux jouer en 4-3-3, tu peux jouer en 4-2-3-1, tu peux jouer en 4-4-2. Si les joueurs vont au-delà de leur fonction, si les joueurs sont en train de mouiller le maillot comme on dit, c'est pas dérangeant parce que là dans ta compo, et je fais un peu de provoque bien évidemment, mais tu mets de côté Mitroglou, tu mets de côté N'Jie qui est l'homme en forme pour mettre quelqu'un qui n'a pas marqué un seul but en Ligue 1 et pour autant il a déjà joué dans le dispositif en 4-2-3-1 que tu prenais toi-même et il n'a pas été performant. La dernière action que je le vois faire à Nice, il manque le stade alors que normalement il doit tuer le match. Pourquoi ce choix-là quoi? Je suis pas d'accord avec toi. En tous les cas, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord également avec ce que tu viens de dire. Moi, je suis convaincu qu'on n'adapte pas les joueurs au système en priorité. On adapte le système aux joueurs dont on dispose. Donc, si t'as pas de milieu défensif, tu vas pas les faire jouer milieu offensif. Donc tu es contre Bielsa. Bielsa, il avait repositionné Morel dans la défense centrale. C'est pas du tout un défenseur central, donc il a clairement adapté Morel à son système. Donc tu es contre Bielsa. Mais non, c'est pas que je suis contre Bielsa, c'est que je suis contre un système qui fonctionne pas quand il fonctionne pas. Et surtout, quand tu tentes un pari et qu'il s'avère payant, moi j'ai pas la science infuse. Si un entraîneur me démontre en repositionnant quelqu'un qu'il est performant, après moi je suis pas entraîneur professionnel, j'ai pas cette prétention, donc tant mieux. On demande que ça. Et puis j'ai envie de te dire, heureusement qu'à leur niveau, ils savent de temps en temps déceler des positionnements qu'on ne soupçonnait pas. Moi je vais rebondir avec Théo sur Mitroglou parce que tu nous dis on met Mitroglou. Pour toi il est tellement supérieur aux deux autres qu'on a pour l'imposer à ce point-là dans un futur. Tu penses, t'es sûr toi Mitroglou Franchement si on attaque la saison si on continue la saison avec N'Jie comme titulaire, c'est qu'on n'a pas des ambitions super hautes. Ok, il a marqué, ok, en ce moment il marche sur l'eau un petit peu, il marque des buts, on ne sait pas trop comment. Il fait des contrôles, des fois quand même ça fait peur. Ce contrôle orienté qui tente contre Nice où il oublie le ballon, c'est pas quand même, on n'apprend pas ça à l'école de foot, je pense. C'est le contraire de Germain, qui lui, par contre, ok, il est moins rapide, ok, il a pas marqué, mais par contre, lui, ses contrôles, il est réussi, ses déviations, il est réussi. Et Mitroglou, moi, je pense que c'est lui la machine à but qui peut arriver. On l'a vu ces dernières saisons. Je suis pas un expert sur lui, je suis pas un expert sur le champion du Portugal, donc je l'ai pas vu. Mais les stats, je l'ai pas vu jouer avec Benfica, honnêtement, mais les stats parlent pour lui. D'accord. N'Jie, alors défends-nous un peu ton contre Mitroglou. Déjà, Mitroglou, c'est un attaquant de surface, c'est un attaquant qui a besoin qu'on joue, que ça joue autour de lui. C'est pas un attaquant qui va. Ouais, mais t'as Payet, t'as Thauvin, ça joue. Oui, mais dans l'état actuel de l'équipe, tu peux pas dire que Mitroglou, on sait pas, on connaît pas son état physique, il a pas joué. Bien sûr, je te dis pas demain, il va être titulaire. Tu peux pas lui demander. C'est un joueur comme Gomis. Gomis, je me rappelle, il avait eu sa blessure, il avait eu besoin de temps pour revenir. C'est un joueur comme Gomis qui va avoir besoin, je pense qu'il va être opérationnel. Moi, je parle pas de l'équipe qu'on va mettre contre Strasbourg, tu vois. Je parle de l'équipe sur la saison. Sur la saison, si on part avec N'Jie comme titulaire, qu'à la fin de la saison, on me dit on met ceux qui ont le 11 le plus de temps de jeu et que c'est N'Jie qui se retrouve devant. Mais N'Jie marque. Tu peux pas. Le plus important, si je peux me permettre, le plus important, est-ce que c'est de savoir si l'attaquant marque ou si l'OM gagne? N'Jie, l'OM gagne depuis 2 matchs.
depuis 2 matchs. Mais c'est pas que l'an dernier, il a marqué des buts importants. Mais il faut aller un peu plus loin. Enfin, de la même manière que quand on perd beaucoup de matchs, il faut pas se dire que tout va mal. Mais quand on gagne des matchs aussi, il faut pas se dire que c'est bon, tout va bien. On garde NJ, il va être prétendant Ballon d'Or. Je pense que la défaite contre Rennes, c'était un mal pour un bien, je pense, parce que on restait sur nos convictions. Oui, contre Rennes. On restait sur nos convictions, oui, on gagne le match contre Nantes, on gagne, c'est laborieux, contre Dijon, on gagne, c'est laborieux, mais voilà, Garcia est resté sur son 4-3-3, oui, ça marche, donc je continue. Puis match contre Rennes, ça a posé les bases pour quelque chose, je pense, et je pense que c'était... après on gagne contre Amiens, mais c'est laborieux aussi, franchement. Oui, mais c'était mieux, je trouve qu'il y a quand même... ces 2 défaites contre Monaco et Rennes, ce sont des défaites qui ont été fondatrices, déjà, qui ont permis une remise en question de l'effectif. À 6-1, heureusement que c'est fondateur. Sur ça, heureusement. De toute façon, tout le monde perd contre Monaco et Paris en ce moment. Mais donc, pas beaucoup de monde perd 6-1. Donc, peu importe le nombre de buts que tu prends. Si je prends l'exemple d'Amiens, qui est un club qui va se battre pour survivre en Ligue 1. Tu vas gagner, tu gagnes 2-0. Mais si tu regardes la physionomie du match, on n'a pas survolé. Oui, mais donc, l'époque de Deschamps, on survolait pas les matchs non plus. Ouais, mais avec Deschamps, on a gagné. Mais je pense que personne ne retiendra le passage de Deschamps à l'OM. Sur son fond de jeu. On va le retenir sur les titres. Pas sur le fond de jeu, c'est pareil. Donc Najim, toi, excuse-moi, mais donc toi tu préfères 10 saisons avec Bielsa, 10 saisons où tu es 4ème, plutôt que 10 saisons avec Deschamps, 10 saisons où peut-être tu t'emmerdes au stade, mais 10 saisons t'es champion. Alors je préfère ni Deschamps ni Bielsa, je préfère Guéretz. T'as pas de titre non plus, non mais tu n'as aucune titre non plus. Mais moi je préfère. Tu m'as remplacé Bielsa par Guéretz, soit. Mais donc tu préfères être. Parce que Bielsa et Guéretz c'est différent et Guéretz m'a fait bien plus rêver que Bielsa. C'est une philosophie. Tu préfères du spectacle plutôt que des titres. Moi je suis italien, je préfère des titres plutôt que du spectacle. Mais après chacun voit ce qu'il veut. Moi quand je regarde à quel point je me suis embêté à regarder les matchs de Deschamps parfois et avoir envie de zapper. Et tu n'étais pas sur le Vieux-Port alors pour fêter les titres de la Ligue. Bien sûr que j'étais en fête avec tous mes amis, j'étais avec le Vieux-Port, mais parce que je suis supporter de l'OM, ce qui compte c'est que l'OM gagne. Mais honnêtement, bien sûr que je suis content qu'ils aient été champions, mais ça m'embêterait à long terme d'avoir une équipe à chaque fois qui joue pas. Tu peux demander à tous les supporters quand ils vont au stade, ils sont plus contents quand ça a joué, ils acceptent mieux la défaite. Alors pas tout le temps, bien sûr qu'on préfère gagner mais on arrive toujours quand on perd à se dire quand même on joue au ballon, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux supporters aujourd'hui, c'est le fond de jeu. Oui, parce que ce qu'on disait, c'est le plus important. À mon sens, Garcia est quand même 3ème et il est critiqué, notamment sur le fond de jeu. On va conclure juste avec un dernier mot pour Théo et Jérémy qui ont peut-être un peu moins parlé que Najim, mais c'est le talk. Jérémy, tiens, qu'est-ce que tu rajouterais sur le débat de l'attaque ? Ce que je rajouterais sur l'attaque, je pense que c'est bien qu'on ait eu cette remise en question de Garcia sur le 4-3-3. D'accord. Je pense qu'il faut faire évoluer l'équipe, notamment sur les côtés, parce que. Sauf que beaucoup disent que Garcia s'est remis en question face à tous les intervenants extérieurs. Non, Garcia, je pense que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Voilà, il est imperméable à la pression. C'est quelqu'un qui a été entraîneur à la Roma, où il y avait quand même une énorme pression populaire. Hein. Et je pense que le fait déjà d'avoir enlevé Patrice Evra de l'équipe, c'est quand même quelque chose, un signal fort, hein, parce qu'il l'a mis 19e homme, si je me trompe pas. C'est un signal fort. Et puis on a vu la différence avec Amavi qui vient d'être appelé en équipe de France. Et on voit des latéraux qui montent beaucoup plus. On voit des joueurs offensifs qui vont se déplacer mieux sur le terrain. On sent que t'es confiant quand même, toi, pour cette saison à venir. Oui, mais moi j'ai la confiance en moi. C'est bien. Théo, conclusion. Moi je me dis heureusement que Garcia au bout d'un moment il arrive à faire quelque chose de pas mal, d'arriver à nous faire jouer. Il a quand même un effectif qui est meilleur que l'année dernière. On n'a rien à dire, même si le mercato n'a pas été parfait. On lui a donné des bons joueurs. Devant, il a quand même Payet qui est titulaire en équipe de France, Thauvin qui est appelé en équipe de France, Germain que quand il marque 3 buts contre un stand, des supporters commençaient à dire pourquoi lui il n'y est pas en équipe de France. Ocampos qui marche un peu sur l'eau. Donc, non, Ocampos c'est le choix de Garcia, tu peux pas dire ça. C'est le choix de Garcia. Tous les supporters, ils voulaient le mettre dans un avion. C'est la grande réussite de Garcia, mais je me dis heureusement qu'avec tout ça, il arrive à faire quelque chose. Parce qu'Ocampos, c'est pas parce qu'il avait fait 2 saisons pourries que c'était un peintre. Il avait fait des bonnes saisons à River Plate. Quand il arrive à Monaco en Ligue 2, je crois qu'il avait 17 ans, il sort quand même des bonnes saisons. Donc quand même, il a un effectif offensif. C'est fini, messieurs. Sinon, on peut débattre pendant des heures, évidemment, mais il faut qu'on avance. Là, on a un quiz qui arrive. Seb, t'es satisfait de ce débat ? Je suis satisfait de la deuxième partie, justement, quand tu m'as dit. Quand tu les as un peu décoincés. Voilà, c'était plus, ça m'aurait vraiment déçu si c'était resté dans le côté un peu pro-pré, on va dire, chacun intervient à son rôle. Là, à son tour, là, il y a eu des interventions, que ce soit de Théo, de Jérémy ou de Najim, ils se sont un peu coupé la parole. Alors, on n'est pas là pour faire une foire d'empoigne, on n'est pas là pour se couper la parole, mais c'était à propos
Donc c'est pas mal. Très bien. Ça m'aide pas parce que non, ça t'aide pas. tout le monde a été droit dans ses bottes, tout le monde a été pas mal. Mais comme lors de la première session, les épreuves qui arrivent sont importantes. Exactement. Bien, moi, je rajouterais juste un truc, c'est que ce qui est bien aussi, c'est que vous avez choisi chacun une option différente, alors que bon, c'était pas donné sur le papier, puis on s'est pas briefé avant sur le débat. Donc félicitations à vous en tout cas. C'est bien aussi les talks où tout le monde défend un avis différent. On aime bien ça. Et tu as raison en plus de souligner que ils ont non seulement donné un avis différent, mais en plus avec des arguments derrière. C'est-à-dire c'était intéressant. Ça aurait pu être à côté de la plaque, c'était pas le cas. Allez, c'est le moment un peu sympa où on joue. Vous pouvez jouer aussi d'ailleurs. Est-ce que vous serez plus rapide que eux? C'est le quiz. Le quiz, il est là, ils sont prêts, je pense, messieurs, à affronter les 10 questions qui vont arriver. Seb, c'est le moment important, le quiz. Et oui, non, mais c'est important parce qu'on l'a vu sur la session précédente, c'est celui qui arrive à dominer cette épreuve, puisque le débat était un petit peu très bon pour tous les trois, c'est là qu'il faut se faire ça. Spécial classique, messieurs, puisque le PSG arrive très vite au Vélodrome, un match qui à la fois nous fait peur et nous fait envie, hein, maintenant depuis des années. Donc on a quelques questions autour de ces rencontres, Paris-Marseille, Marseille-Paris, et on va commencer avec une composition d'équipe où il manque un joueur. Question de rapidité, qui manque dans la composition d'équipe de ce classique que nous allons découvrir? Et c'est OM PSG de la saison dernière. Qui manque? Rapidité, messieurs, buzzer. Ça sera Jérémy puis Théo. Jérémy, vite. Non, ben non. Gomis. Non. Clinton NG. Oui, Clinton NG. Ah, Jérémy, tu nous as défendu Clinton NG pendant 15 minutes et là tu le trouves pas. Ouais, mais je me suis embrouillé dans ma tête. Ça, oui, surtout Germain, oui. Ouais. Ouais, tu t'en es rendu compte au moment de le dire. On a vu bien joué Najim à l'affût. On a vu les deux autres se plantent et puis moi je suis hop, tac, Clinton NG. Bien joué. Un point Najim. On enchaîne avec une photo, messieurs. Qui est-ce? Gary Boccali. Gary Boccali, bien sûr. Bien joué. Qui s'était révélé dans ce match des Minots au Parc des Princes 0-0. Et Pape Diouf, souvenez-vous. Tiens, Najim, est-ce que tu peux nous dire ce match, il t'a marqué ce match des Minots? Il m'a fait rêver. Ouais, pourquoi? Mais parce qu'ils sont partis jouer au Paris Saint-Germain, qui est notre pire ennemi, avec 0 expérience, et ils sont revenus avec le point. Peut-être que l'équipe première ne l'aurait pas fait. C'est vrai. 2 points, et on a rajouté un petit S aussi. C'est la magie de l'informatique. Tiens, justement, Najim, puisqu'on parle à un ingénieur informatique. Tiens, qui est-ce? Un Parisien, c'est peut-être caché, puisqu'il faut connaître nos ennemis aussi. Messieurs, qui est-ce? C'est encore Najim. Guillaume Moreau. Désolé, Jérémy, rapidité. Bien joué. Préparez vos mains sur le buzzer, peut-être, ça va peut-être plus vite. Guillaume Moreau, 3 points pour Najim, qui prend une belle avance. Seb, je sais que là, Najim marque des points importants. Oui, mais souviens-toi, Robin était dernier à ce moment-là du quiz lors de l'étape précédente. Et il les a coiffés sur le poteau. Exactement, donc rien n'est joué. Vous êtes prêts, messieurs, pour découvrir la 4e question, qui est une autre photo. Qui est-ce? Encore Najim. Encore Najim. Non, Jiménez, c'est toi qui appuies en deuxième, effectivement. Théo, et oui, c'est Jiménez. Et oui. Effectivement. On retire donc 2 points à Najim. Je plaisante. 1 point pour Théo. C'est vrai, mauvaise réponse, moins 2. Moins 2. Non, Théo qui prend également 1 point. Messieurs, ne buzzez. Ah, mais en fait, je regardais cet écran. Non, je vais vous donner une consigne. C'est le même. Hein. Et en fait, ça s'est affiché un petit peu plus tard. Bah alors regarde celui-là si tu préfères. Messieurs, n'appuyez que si vous avez la bonne réponse. Hein. N'appuyez pas en avance. Exact. Hein, ouais. Photo suivante. Oui, Najim, et puis ça sera Jérémy, et puis Théo. André Louis. Oui, bonne réponse. Bien joué. André Louis qui a une particularité. Il a signé au PSG alors qu'il a fait une formidable saison chez nous et qu'on souhaitait qu'il reste. Et il a été nul à Paris. Exactement. Voilà, donc 4 points pour Najim. Trouvaille de Bernard Tapie. Oui, c'est vrai. Et donc, messieurs, si vous voulez remporter ce quiz, il reste 5 questions, vous le voyez. 4 points pour Najim. Je m'adresse notamment à Jérémy, qui est à 0, même si un seul petit point à côté de Théo. Pourtant, tu regardais bien cet écran cette fois. Ouais, Jérémy, là, c'est moi qu'il faut regarder. Ouais. Il n'y a plus de questions écran. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec les questions écran, hein, messieurs. Ouais. Question simple, une réponse. Quel est le dernier entraîneur du PSG à avoir perdu contre l'OM? Comboiré. Oui, bonne réponse, Jérémy. Waouh. Voilà. Il est là. Et oui. Jérémy qui se relance dans la course. Bien joué, Antoine Camboiré. Qui d'ailleurs a été limogé quelques semaines après Jérémy pour laisser place à
Ancelotti. Bien joué. Ça ne vaut pas un point, hein, mais c'était pour... Messieurs, question numéro 7, il en reste 4. Prenant le 11, il faut la voir celle-là, la visualiser. On cherche un chiffre. Voilà. Vous n'avez qu'une chance chacun. Voilà. Si vous buzzez et que vous vous trompez, le point est perdu. Prenant le 11 actuel de Rudy Garcia, celui qui a gagné contre Amiens, aidez-moi, contre Toulouse et contre Nice. Voilà. Prenant ce 11 actuel de Rudy Garcia, le 11 type, combien de joueurs de ce 11 ont débuté contre Paris la saison dernière au Vélodrome? Combien étaient dans le 11 de départ contre Paris? De ces 11 joueurs qui actuellement occupent les rangs de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez y aller au bluff aussi, mais vous n'avez qu'une seule chance. Najim. 4 joueurs. Non. Au match retour? Non, au Vélodrome. Le 1-5. 3. Non. Ah ben, il n'y a plus que toi. 2. Non, messieurs, c'était 6. Ah, j'allais dire... Ah. C'est pas grave. T'avais la bonne réponse? Non, mais moi je joue même pas, moi j'écoute. Ah, tu voulais les relancer pour un deuxième tour? C'est pas grave. Non, j'ai été mauvais. Effectivement, on aurait pu. 6, effectivement, puisque NJ Thauvin, Payet, Sakai, Rolando et Zambo faisaient partie de cette équipe. Ah, c'est Zambo. Eh oui. Question 8. Tiens, c'est qui a eu le dernier carton rouge côté Marseille dans un classique? Le dernier carton rouge, c'est... Oui, ça passe. André Ayou. Oui, André Ayou, bien joué. Bien joué. Les circonstances peut-être de ce carton rouge, tu t'en souviens? C'était pas... Il y a Thiago Motta, non, quelque chose? Non. En fait, c'était... Sur un penalty, non? Non plus. Est-ce que quelqu'un a les circonstances? On n'est pas dans le quiz là, mais... C'est qui conteste, non? Ouais, c'est après le match, Ouais, effectivement. Ah, la fin, oui. Rouge. Ah oui. Après le coup de sifflet final. Il y a Gignac ensuite qui arrive et qui chauffe l'arbitre un peu. Exactement. Et Ayou prend donc ce rouge après le match. Donc, question simple. Qui prend le dernier carton rouge pour l'OM dans un match pendant les 90 minutes? Théo. Gustavo? Non. Contre Paris. Ah. Ouais, pardon. Non. Mais c'était un beau buzz. Alessandrini. Non. Tu peux rejouer, hein, Théo, évidemment. Rod Fanny. Non. Heinze? Non. On va tous les faire. Tu l'as, Seb, peut-être? Ne le dis pas, hein, si tu l'as, mais... Non, mais je cherche rien. Tu l'as pas, d'accord. Allez-y, messieurs, tentez des joueurs. Rappelez-vous un peu les classiques avec des cartons rouges. Imboula? Oui, bien joué. Gianelli Imboula, un carton qui avait été retiré, d'ailleurs. Ouais. Qui était arbitre ce jour-là? Monsieur Frottel. Non, c'est facile. Fautrel, non, mais oui, c'est Turpin. C'est toujours Turpin. Ah, mais Turpin. Tu vois que Jérémy est remonté? Eh oui, 3 points. Et c'est la dernière question. Je ne saurais trop te conseiller, Théo, de prendre un point. Hein, on a vu le buzz était quand même puissant. Il y a encore un point et si tu trouves celle-là, c'est pas mal déjà parce que il y a besoin de mémoire. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose. Le dernier buteur sur penalty dans un classique pour l'OM. André Ayou. Égalité au final entre Jérémy et Najim. Théo, il va falloir être bon sur le dernier. Oui. J'invoque un joker là. Oui. Est-ce que tu pourrais me faire donc Théo joue pas s'il te plaît, je suis désolé parce que moi ça va m'aider à... Je te vois venir, c'est une question subsidiaire, c'est ça? Oui. Eh bien figure-toi que comme nous préparons nos émissions, j'avais prévu cette éventualité, Sébastien, évidemment. Et la question la voici, messieurs. Lors du 1-5, le fameux qui nous a fait tant mal la saison dernière, c'était qui l'arbitre? On rappelle que Théo, on laisse jouer les autres. Si tu l'as d'ailleurs, tu nous le diras après, avec fair play. Messieurs, un arbitre de Rainville? Ah, Monsieur Rainville. Monsieur Rainville? Non, c'est pas lui. Tony Chaperon? Non. Un arbitre qu'on aime bien à Marseille. Hein. Ah oui, je vois sa tête, mais je visualise pas. Enfin. Allez, Non, c'est pas lui. Vas-y. Non, j'allais dire Njimi, mais non. Parce qu'il a arrêté un peu sa carrière. C'est pas vraiment. Enfin, un petit chauve, non? C'est facile ça. Un petit chauve, ils sont tous chauves. Non. Et en plus, il est pas chauve. Donc il est pas chauve en plus. Donc. Benoît Bastien. Oui, Benoît Bastien. Bien joué. Bien joué. Tu l'avais? Je l'avais en plus. Ouais. Mais bon. Félicitations, Jérémy. C'est ce qu'on appelle une belle remontada. 5 points donc pour Jérémy. 4 pour Najim, 1 pour Théo. Tu le voyais gagner, Jérémy, honnêtement? Il soufflait un homme de réponse incroyable. Il me faisait de la peine, il était derrière, et puis voilà quoi. Bon, Seb, tu nous expliques un petit peu le concept de ce qui arrive là, parce que c'est un gros morceau.
Alors, j'avais envie de faire avec toi une émission qui était vachement rythmée. Donc, il y a eu la partie débat où vous avez tous été très bien. Bon, là, il y a le petit quiz où Théo, malheureusement, a montré quelques faiblesses, peut-être de rapidité ou de culture. Ça va vite, là, maintenant, c'est défendez l'indéfendable, c'est-à-dire que on va vous donner une thématique complètement au hasard, parce que je ne connais pas les thématiques. Ouais. Vous avez tous avoir un numéro, et donc je vais devoir dire pour le numéro 1, la thématique, etc. Ça va tomber sur vous, et là, vous devez défendre cette thématique, comme c'est pas la même que l'émission précédente. Il y a eu, par exemple, pour vous donner un petit peu un ordre le bilan de Mitchell, le niveau de Patrice Evra, etc. Voilà, donc il fallait défendre ça, et donc c'est assez compliqué, mais il faut le faire, c'est de l'impro, et c'est pour vous jauger là aussi dans votre faculté à improviser, à rebondir, quoi qu'il se passe. Jingle. Défendez l'indéfendable, messieurs, 30 secondes pour convaincre votre coach que vous pouvez faire partie du talk avec des fois des avis qui peuvent surprendre, choquer même l'auditoire. C'est aussi ce qu'on veut, c'est provoquer de la réaction, de l'émotion, des larmes. Je vais peut-être un peu trop loin. Tu dois me dire un chiffre entre 1 et 3. Il s'affiche chez vous en région d'ailleurs, évidemment, les thèmes. Qu'est-ce que tu choisis? 1, 2, 3. Et pour, tiens, puisqu'il a gagné le quiz, on va commencer par Jérémy. Mais il a gagné le 1. Le 1, très bien. Jérémy, tu es prêt? 30 secondes, je te propose de regarder la caméra qui est tout en face de toi. Où est-ce qu'elle est? Juste ici, regarde. Okay. Tu dois défendre le formidable... parce qu'il y a 15 caméras dans le plateau. C'est vrai. Tu dois défendre le formidable potentiel de Bounassar au poste d'arrière droit. Alors, Bounassar, déjà, c'est un joueur qui a une capacité à faire les allers-retours, qui a une activité qui est impressionnante sur le terrain. Et puis, je trouve que techniquement, et c'est pas mauvais au niveau de la qualité de centre, au niveau également de la capacité des placements défensifs, il s'améliore au fur et à mesure des matchs. Et puis, je trouve que c'est une belle alternative à Hiroki Sakai à moindre coût. Puis, c'est un replacement qui lui porte pas préjudice, parce que c'est un joueur qui a des facultés intéressantes, notamment physiques. Bielsa l'aimait bien, ce joueur, et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il aimait bien Campos aussi, parce que c'est un joueur qui est capable de faire les allers-retours. C'est fini. Mais faire des allers-retours, je te laisse le placer. Ouais. 30 secondes bien utilisées par Jérémy. Tiens, on va enchaîner avec Najim qui avait fini deuxième du quiz. Tiens, on laisse un peu de suspense pour Théo, pourquoi pas, qui place les 30 secondes les plus parfaites de l'histoire des duels. Tiens. Deuxième, numéro 2. Numéro 2. Défends-moi, là, pendant 30 secondes, avec la caméra toujours, les vidéos de Patrice Evra. Allez, c'est parti. Bon, alors les vidéos de Patrice Evra, il faut quand même reconnaître qu'elles sont très marrantes. Elles nous remontent un peu le moral le lundi quand on perd le dimanche. Et puis, il montre aussi quand même qu'il a des qualités. Bon, plus sérieusement, moi je trouve que Patrice Evra, on aime ou on n'aime pas, il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie privée. Il veut faire des vidéos, il veut être sur Facebook, il veut rien faire, c'est son droit. Il faut arriver aussi à dissocier le joueur professionnel et puis l'homme, tout simplement. Donc là-dessus, il n'y a pas de discuter. C'est fini, mais c'était bien. T'es prêt, Théo? Allez. Plus le choix, le troisième thème. Mais c'est peut-être le thème, alors là, je le dis sans rire, qui peut te faire passer de l'autre côté de la barrière et changer tout le cours de la Talk Academy, car tu dois défendre pendant 30 secondes Vincent Labrune. Es-tu prêt? Allez. Vas-y. Vincent Labrune, donc c'était le Dortmund projet Dortmund. Il a quand même été chercher des jeunes prometteurs. Au moment où il a été les chercher, Imbula à l'époque c'était meilleur joueur de Ligue 2. Lemina, il a été le chercher à Lorient. Au final, il finit à la Juve. Il fait une bonne saison derrière la Juve. Il fait finale de Ligue des Champions, même s'il est remplaçant, un gros turnover. Il se mettait beaucoup en avant, donc du coup, Vincent Labrune, ça permettait que les joueurs étaient beaucoup moins sollicités. Ça permettait qu'ils étaient protégés. On tapait plus sur le président qu'on allait taper sur les joueurs. C'est bon. Bon, voilà. Seb, c'était pas facile, là, les trois thèmes. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Est-ce que tu es prêt à faire le fameux choix? Ouais, c'est toujours des choix qui sont compliqués. Il y aura un jingle avant ton choix, évidemment. Est-ce que tu le veux peut-être maintenant? Vas-y, balance le jingle. Allez, jingle. Elles sont là, les roses du bachelor. On est reparti. Il va falloir donner 2 maillots du Phocéen, Seb, aux 2 candidats que tu vas soumettre au vote de nos lecteurs, de nos membres du forum, qui devront départager, évidemment, 2 de ces candidats et en amener un
affronter le candidat qui s'est qualifié déjà hier et que vous retrouvez sur le Phocéen. On ne va pas vous le donner puisqu'on enregistre cette émission un peu avant. Bref, qui rejoint ton autre candidat? Qui sont les deux déjà qui ont une chance de le rejoindre? Seb. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir participé à cette session de la Talk Academy. C'était un plaisir de vous rencontrer parce que voilà, on fait cette émission aussi pour donner la chance à des futurs talents et puis aussi pour voir tout simplement ceux qui sont derrière tout au long de l'année derrière leurs ordinateurs et qui partagent la même passion que nous, parce qu'en fait Romain est là devant la caméra, mais vous avez autant de passion que lui, sinon plus, donc plus même. C'est intéressant de vous voir aussi en chair et en os. Quand vous ferez des interventions à l'avenir, que ce soit sur le forum, le Facebook, on dira tiens, c'est ceux qui ont participé à la Talk Academy, donc vous vous êtes fait aussi un petit peu remarquer, félicitations. Comme je l'ai dit lors de la première session, moi j'aurais bien gardé Vance, que j'embrasse encore une fois d'ailleurs, parce qu'il avait un look, parce qu'il avait une bonhomie, parce que je l'aimais bien, mais après c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et il faut bien que je me base sur quelque chose. Donc, contrairement à la première session, moi j'ai été plus attiré en termes de charisme et en termes de prestance dans les débats et tout au long de l'émission. Quelqu'un a marqué des points dans un débat, dans le débat. Ouais, dans le débat j'ai trouvé Najim qui est plus posé, qui est plus punchly, que je lui suis rentré dedans sciemment. T'aimes pas bien ça et tout ça. J'attendais à ce qu'il fasse un faux pas, à ce qu'il se bloque. Ouais, t'as raison. Non, il m'a dit. Najim est donc ton premier qualifié. Voilà. Donc Najim m'a convaincu. Je rajouterai que sur le quiz, il a failli gagner, a échoué après. Donc culture générale, ça va. Ça passe, Najim. Et sur Evra, c'était pas mal aussi. Merci. Donc voilà, Najim. Rendez-vous au vote. Pour Najim contre Najim sur les votes. Et là, par contre. C'est la loi du sport, si je puis dire, puisque j'ai trouvé les deux autres candidats très bons sur la deuxième partie du débat, puisque la première partie c'était un petit peu trop lisse. Après ils sont intervenus tous les deux à propos. Je t'ai trouvé, Théo, un petit peu plus avec la Grinta, je l'ai trouvé un petit peu plus effacé, l'ami Jérémy, mais d'un autre côté il a gagné le quiz brillamment en partant de très loin, et il y a un tel écart dans le quiz puisque tu totalises 5 points, tu gagnes le quiz, donc petit avantage pour le débat pour Théo, mais tu as été bon sur défendre l'indéfendable, tu as été bon sur la culture générale, et donc d'un cheveu, si je puis dire, je te donne le deuxième maillot qualificatif, et c'est comme avec Vance un regret, parce que Théo, il y a une énergie, j'ai été très content. Est-ce que finalement tu retiens pas un truc, c'est que tes 6 candidats, ils étaient pas mal, les 6 finalement? J'ai trouvé qu'il y avait énormément de qualité, donc je les remercie encore une fois, que ce soit les 3 premiers ou les 3 suivants, je les remercie de m'avoir choisi, et je suis très content de les avoir emmenés jusqu'ici. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux, puisque maintenant ça ne nous appartient plus, c'est au public de décider, public dont vous faites partie vous aussi. Encore une fois, toutes mes félicitations à Théo. Je suis un petit peu déçu parce que voilà, on est toujours déçu, mais j'essaye de baser mon jugement sur des faits objectifs qui sont pas forcément discutables. Et pour te rassurer, à ta place, j'aurais fait 0 point, donc j'aurais été éliminé comme toi, parce que je suis Théo, vraiment. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette Talk Academy, l'émission? Sans rancune, super ambiance, ça fait plaisir de venir ici échanger avec d'autres passionnés, voilà. Bonne chance les gars, j'espère que c'est un nouveau qui gagnera. Et merci de ton fair play en tout cas, on te retiendra comme un bon candidat dans cette saison 2 de la Talk Academy. Maintenant, c'est donc à vous de déterminer qui de Najim ou qui de Jérémy doit représenter encore plus loin Sébastien Volpe, qui est ici et qu'on remercie aussi pour sa participation à la Talk Academy. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour la suite de la Talk Academy, où les deux représentants de Seb, de Romain et de René vont s'affronter dans des grands matchs. Vous allez voir ça, et ça arrive très vite sur le Phocéen. Salut.